Agir ensemble pour le suivi individuel de l'état de santé, on en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Esther Schwartz, vous êtes médecin du travail à Vesoul, dans le service de l'OPSAT, mais aussi vous êtes maître de conférences à l'université de Besançon. Oui, Bien tout ça. à fait. Nathalie Doroth, vous, avant de faire une formation en santé au travail, vous étiez infirmière hospitalière à domicile et vous travaillez avec Esther depuis 2018. Donc c'est un binôme bien rodé hein, qu'on reçoit. Avant de commencer cette table ronde, je vous propose de visionner un reportage réalisé par nos équipes en région. Il y a les visites d'embauche et périodiques que tout le monde connaît. Et en fonction de l'état de santé, de l'âge, des conditions de travail et des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, le travailleur bénéficiera soit d'une visite d'information et de prévention réalisée par un infirmier en santé-travail, ou alors d'un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail. En dehors de ces visites et en fonction de sa situation, le salarié bénéficiera soit d'une visite de mi-carrière, d'une visite de fin de carrière ou post-exposition, d'une visite occasionnelle à sa demande, à la demande de l'employeur ou du médecin du travail, d'une visite de pré-reprise, d'une visite de reprise ou d'un rendez-vous de liaison. Ces nouvelles visites permettent de renforcer notre rôle de prévention en agissant en amont des éventuelles problématiques de santé et au poste de travail. Par exemple, la visite de mi-carrière, qui est effectuée à l'occasion des 45 ans du salarié, est un temps d'échange privilégié autour de son état de santé et de son poste de travail en vue de poursuivre sa carrière professionnelle en bonne santé. En tant qu'infirmière en santé au travail, je suis en collaboration quasi quotidienne avec l'AISMT. Donc je viens voir les différents intervenants, donc je venais discuter, connaître mieux les visites supplémentaires de mi-carrière ou de fin de carrière. Les visites d'exposition sont nouvelles, en tout cas dans le décret, donc c'est important d'être informé afin que les salariés puissent passer ces visites particulières qui ont été rajoutées. Alors Esther, je parlais d'un binôme bien rodé et opérationnel. Comment il est organisé votre binôme ? Alors notre binôme est organisé de façon assez simple finalement. Nathalie et moi et une assistante partageons les mêmes locaux de travail. Donc on est une proximité déjà géographique importante, ce qui permet une communication fluide et assez facile. Je ne suis pas présente tout le temps sur le centre puisque j'ai des activités de coordination et universitaire à côté, mais l'important, et ça on l'a déjà vu aussi dans le point d'avant, c'est vraiment le dialogue. Avant on était plus axé sur le dialogue avec l'employeur, mais le dialogue entre équipes, au sein d'une équipe est également fondamental, de façon à pouvoir assurer une coordination et une animation, on va dire, sans faille. Le dialogue, on va y revenir, mais d'abord, comment vous répartissez le suivi ? Est-ce qu'il y en a une qui prend les cas courants, une autre qui prend les cas particuliers, ou alors est-ce que vous prenez le tout venant chacune et que vous vous répartissez et que vous en discutez après ensemble? Comment ça se passe au quotidien? Alors bon, on a une réglementation à suivre, hein, donc Nathalie voit dans la majorité, voire la totalité des visites de suivi simples. Ça c'est un fait. Hein. Moi, je n'ai plus matériellement la possibilité de voir du suivi individuel simple, donc Nathalie le fait. Ensuite, elle fait également toutes les visites intermédiaires. De façon complètement autonome. Les visites de mi-carrière, quand c'est qui coïncident avec du suivi individuel simple. Et on a également, on va dire, poussé les délégations telles qu'elles nous le sont permises maintenant par les nouveaux décrets, c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à faire des visites de pré-reprise, quelques visites de reprise par Nathalie. Et on optimise également le suivi et le temps médical parce que Nathalie, de par sa formation en licence, peut également faire des entretiens pré-visite. Et donc, on a des entretiens pré-visite qu'elle réalise, ce qui me permet d'avoir une visite, on va dire, déjà bien avancée, quand moi, ensuite, j'arrive sur la partie plutôt médicale
de l'entretien. Alors, vous nous avez expliqué tout ce que fait Nathalie, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, je ne fais plus rien, Parce en que fait. Nathalie, vraiment, Nathalie, vous C'est avez magique. du boulot. Hein. Bon, Non, vous avez en du fait, boulot. ouais. Bon, c'est intéressant. En même Très temps, intéressant. de Oui, c'est tout très faire très comme ça. varié selon aussi l'effectif qu'on suit, les entreprises, le type d'entreprise et les différents risques. Et voilà, enfin, oui, c'est très intéressant. Je disais que vous travaillez ensemble depuis 2018. Qu'est-ce qui a évolué dans votre binôme depuis 2018 et notamment dans votre rôle? Eh ben, le type de visite, justement, puisque j'ai démarré sur des visites simples et des visites initiales d'embauche. Et puis ensuite, petit à petit, des nouveaux protocoles se sont intégrés, notamment sur les entretiens pour de la visite de suivi individuel renforcé, ce qui permet d'avancer la visite du médecin et du coup qu'elle perde, ça c'est pas perdre du temps, mais de gagner du temps. Qu'elle gagne du Voilà, temps. c'est ça. Oui, exactement. Parce que ces créneaux sont quand même... elle a peu de créneaux au final. Gagner Peu de du temps. temps, alors pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fait le médecin aujourd'hui? Alors le médecin, il anime et coordonne dans un premier temps. C'est extrêmement important, pas que l'activité avec l'infirmière, mais également avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Donc on a vu un exemple tout à l'heure. Il faut qu'on soit là à l'écoute des préventeurs, qu'on puisse à la fois remonter des informations, mais également récolter de l'information, et qu'on puisse décider un petit peu comment est-ce qu'on va mener une action en entreprise. Là, sur la partie d'avant, vous aviez l'aspect prévention en entreprise. Et nous, derrière, au niveau de l'équipe médicale, on va mettre en place le suivi qui est nécessaire. On va aller accompagner éventuellement le préventeur dans l'entreprise pour discuter de ce risque-là et puis peut-être d'autres risques. On va aller présenter au niveau des C2SCT des actions qu'on souhaite mettre en place ou des actions mises en place. Et puis après, on a toutes les visites compliquées, toutes les visites à la demande, toutes les visites de reprise que Nathalie ne peut pas faire, la grande majorité quand même des visites de pré-reprise, les visites à la demande de l'employeur, les visites à la demande du salarié. Donc on est, on va dire, on est beaucoup occupé par ce type de visite un petit peu plus complexe. On va essayer d'être concret. Qu'est-ce qu'on appelle une visite compliquée? Et puis après, je vais vous demander de nous donner un ou deux exemples issus de votre concertation ensemble, un ou deux exemples d'actions qui ont débouché en entreprise. Alors la visite compliquée d'abord. Alors la visite compliquée, je dirais, ça peut être n'importe quelle visite. N'importe quelle visite peut devenir une visite compliquée. C'est aussi tout l'intérêt de la formation de Nathalie qui, au moment d'une visite qui peut paraître simple, finalement met en évidence quelque chose de compliqué, soit un état de santé qui devient difficilement compatible avec le poste, soit une pathologie qui est arrivée dans l'intervalle entre les deux visites et du coup qui n'avait pas été prise en considération sur la dernière visite. Et à ce moment-là, elle a pour mission sur ces visites-là de réorienter le salarié, soit de façon immédiate s'il y a une réelle urgence de maintien au poste ou une urgence sécuritaire, soit de façon différée pour que le médecin du travail puisse l'avoir. Donc des visites qui peuvent paraître simples initialement peuvent déjà devenir des visites compliquées. Ensuite, vous avez des visites sur tout ce qui concerne le maintien en emploi qui sont naturellement des visites un petit peu plus complexes parce qu'il faut qu'on confronte un état de santé, une évolution de l'état de santé, éventuellement des traitements avec un poste, avec des conditions de travail et avec des risques éventuellement au poste de travail. Tout ça en discutant avec le salarié, en discutant avec l'employeur, de façon à arriver à la finalité qu'on souhaite, c'est-à-dire, dans la grande majorité des cas, le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Un exemple concret. Alors un exemple concret sur une visite qui peut s'avérer un petit peu plus difficile, donc rien que mardi, une visite de reprise, théoriquement sur une jeune dame en poste, on va dire, sans risque particulier, voilà, donc que Nathalie peut voir en visite de reprise. Et puis, soudainement, on s'aperçoit que c'est un arrêt très très long, qu'il y a eu plusieurs arrêts successifs, que c'est une dame qui a beaucoup de soucis de santé, qui n'avait pas été forcément vue entre-temps, dans les 5 ans, voilà, dans l'intervalle de visite. Et la visite de reprise devient extrêmement compliquée. Et donc, du coup, on réoriente vers le médecin du travail qui, ensuite, va prendre en charge le suite de la visite, toujours avec quand même Nathalie, on va dire, en collaboration. Parce que dans les actions, ensuite, éventuellement d'études de poste de travail ou de discussion et de suivi après du maintien en emploi, on peut avoir tout à fait une action coordonnée aussi dessus. Nathalie, qu'est-ce que vous apportez à Esther et qu'est-ce qu'Esther vous apporte? Parlez-nous de la collaboration. La collaboration. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu m'apportes?
plein de choses. La montée en compétence. De la montée en compétence, effectivement, parce qu'on travaille beaucoup sur délégation. Il y a beaucoup de types de visites. On a testé avant de pouvoir faire. On se rend compte aussi des difficultés à mettre en place, et notamment sur les visites de reprise, où on s'aperçoit que si elle n'est pas dans le service, ça peut devenir encore plus compliqué. Ce qui, des fois, est déjà compliqué si elle est là, mais alors quand elle n'est pas là, c'est vraiment très compliqué. Vous lui apportez de la fluidité dans son travail, elle vous apporte une réassurance médicale quand Oui. vous avez un doute. C'est ça. J'ai un peu résumé les choses ou j'ai Ouais. oublié des choses? Non, c'est ça. Non, c'est ça? Oui. Oui. Elle a la confiance. Et de la confiance. De la Ouais, confiance. de la confiance et un cadre qui sécurise les actions de chacune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte alors, Nathalie, Esther? Alors déjà, le fait que Nathalie soit arrivée en étant naïve, entre guillemets, sur la santé au travail, et le fait de l'avoir accompagnée dans sa formation professionnelle, c'est toujours très intéressant parce que ça nous amène à nous questionner, à nous interroger sur ce qu'on fait, le pourquoi est-ce qu'on le fait, et à expliquer encore des choses nouvelles. Et tous les jours, quand elle va en entreprise, quand elle revient avec des questions, ou même sur des situations, il y a des questions où parfois on se dit, mince, je ne me la serais peut-être pas forcément posée. Effectivement, c'est une bonne question et il faut que j'arrive à y répondre. Donc on a cette interrogation un petit peu perpétuelle qui nous permet déjà de nous remettre en question et puis d'évoluer chacune de notre côté. À l'hôpital, quand on a des cas compliqués, on a des RCP. Ce que vous faites, c'est de la RCP au quotidien. C'est ça. Hein, c'est ça? Ouais. Hein, toutes les deux. Ouais, C'est exactement. ça. Ouais. Et on le fait aussi, pas que toutes les deux, mais on le fait aussi dans des réunions de centre, on le fait aussi dans des staffs qu'on met en place entre les centres, entre médecins et infirmiers, etc. Donc on a aussi dans le service une dynamique pour analyser des dossiers difficiles et pouvoir répondre éventuellement à d'autres professionnels qui ont des dossiers un petit peu compliqués. Alors, notre sujet, c'est le suivi individuel d'état de santé. Vous proposez des rendez-vous de liaison, c'est difficile à dire, pendant les arrêts de travail. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Pourquoi? Alors, l'entretien de liaison, en fait, il est permis par les nouveaux décrets et c'est pour tous les salariés en arrêt de plus de 30 jours, l'employeur ou le salarié qui peuvent demander à se rencontrer. Donc c'est un rendez-vous qui a lieu entre l'employeur et le salarié et le service de santé au travail peut y être convié. Nous, pour l'instant, on va dire dans mon équipe et globalement parlant dans le service, on a quand même une position de ne pas forcément intervenir directement dans ces entretiens de liaison. Par contre, on est systématiquement au courant de la proposition que fait l'employeur au salarié. Donc déjà, on repère qu'on a un salarié qui est en arrêt plus de 30 jours, ce qui nous permet éventuellement d'être proactif. C'est-à-dire de savoir que si le salarié va voir l'employeur, il est fort possible qu'on ait une visite de pré-reprise derrière. Donc on peut éventuellement l'appeler, on peut lui demander s'il veut venir ensuite à la... Voilà, ça permet de créer une dynamique et de ne pas perdre les salariés de vue. Donc sur l'entretien de liaison, on a été au niveau du service assez proactif envers nos entreprises pour leur expliquer ce que c'était et on voit qu'on a de plus en plus d'employeurs qui se saisissent de cet entretien de liaison. C'est vraiment un outil qu'ils n'avaient pas et qui pour beaucoup est un outil très utile pour renouer le dialogue lors d'un arrêt de travail qui peut être prolongé. C'est vous qui les faites, les entretiens de liaison, Nathalie? Non. Pas du tout. Non, on n'intervient pas. Moi, je ne vais pas directement faire l'entretien de liaison dans l'entreprise. Alors, délégation de tâches, collaboration, on en a parlé. Est-ce que vous avez quantifié les gains en termes d'efficacité? Alors, on n'a pas réellement quantifié les gains en efficacité. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que compte tenu du manque de professionnels de santé au travail dans notre secteur, et notamment, nous, on exerce quand même en secteur qui est semi-rural, en Haute-Saône, si on ne travaillait pas comme ça, on ne pourrait pas voir l'ensemble des salariés à suivre. Voilà, c'est mathématiquement impossible. Les visites de reprise dans les 8 jours, si Nathalie n'en voyait pas une partie, ça ne serait absolument pas gérable. Voilà, c'est pas possible. Donc on est obligé de travailler comme ça si on veut assurer un suivi réglementaire et une équité de traitement pour l'ensemble des salariés et des employeurs. Nathalie, il n'y a pas de différence quand vous faites un rendez-vous, les gens ne disent pas « moi je veux voir le médecin », non? Plus. Non. Ça Il y a l'a eu. été, oui. Il y a eu. Je l'ai peu connu, mais ça l'a été Oui. avant que j'arrive, ouais. Moi, je ne l'ai pas trop entendu. Non, vous êtes affirmé, c'est comme ça. C'est Nathalie qui vous... Non, mais ils ne se posent pas vraiment la question. Non, question. ils nous prennent pour des médecins, en fait. Donc, du coup, ça reste ça. Ils nous disent au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Alors, Nathalie,
Le bien-être au travail, ça concerne aussi les professionnels de santé, parce qu'on parle fait. des autres, là, comme ça. Mais vous êtes au travail aussi, donc ça vous concerne. Cette organisation, j'allais dire, cette harmonie qu'il y a entre vous deux et qu'on ressent bien, qui est basée sur la délégation de tâches, sur le respect mutuel de vos compétences, de vos connaissances, c'est un sacré plus pour vous en termes de bien-être au travail, non? Oui, et c'est valorisant aussi. Oui. D'avoir quelqu'un qui vous fait confiance et qui vous délègue des missions qui ne sont pas forcément les vôtres à la base. Et du coup, c'est vrai que ça donne envie aussi d'aller plus loin. Et puis, ça valorise vraiment notre travail d'infirmière de santé au travail. Vous en parlez avec d'autres infirmières qui font qui ne sont pas forcément dans des services de santé au travail? Des infirmières, oui, bien sûr, Oui. ouais, on échange. Après, c'est vraiment un métier à part entière. C'est très différent de ce que j'ai pu connaître en tant qu'infirmière. Et justement, est-ce qu'il y a une attractivité? Parce qu'on parlait dans un précédent débat de l'attractivité de la médecine du travail. Est-ce qu'au niveau des infirmières, les autres se disent « Ah bah tiens, ce que fait Nathalie, c'est pas mal, j'aurais envie de faire la même chose ». Vous ne savez pas? Non, je ne saurais pas dire si vraiment c'est attractif. Après, ça peut l'être sous d'autres conditions, les horaires de travail, la stabilité, enfin, ce genre de choses. Ouais. Après, sur Le facteur humain, quand même, vous avez le temps non? Oui, là, on prend le temps, en fait. On essaye de vous n'avez le pas le prendre. temps, mais vous le De prenez, moins c'est en ça? moins, mais on essaye de le prendre toujours. Oui. Esther, l'étape suivante, c'est la délégation avancée. Qu'est-ce que c'est la délégation avancée? Alors, la délégation avancée, c'est des réflexions qu'on mène pour certains risques particuliers, pouvoir faire quasiment, on va dire, toute la visite à l'infirmière et voir si, en utilisant ce dont vous parliez tout à l'heure, notamment la télémédecine, la téléexpertise, on pourrait parfois se passer de l'entretien ou de la visite physique du médecin du travail et valider une aptitude sur un échange par dossier sur certains risques professionnels. Donc c'est, je pense, plutôt une expérience qu'on va mettre en place ou qu'on peut être susceptible de mettre en place dans le service, avec bien sûr l'accord de la DREETS sous certaines conditions, avec une formation des infirmières sur les risques, etc., bien cadrée. Et puis, comme on fait d'habitude, on revoit quelques mois après, voir si ça fonctionne. On informe bien sûr les employeurs qui participeront à cette expérimentation, comme on l'a fait sur l'ensemble des expérimentations qu'on a fait. C'est extrêmement important, quand on a mis en place les entretiens pré-visite CIR, que l'employeur qui envoie un salarié voir le médecin du travail et qui finalement le salarié vient en disant j'ai majoritairement vu l'infirmière, j'ai très peu vu le médecin du travail. Il est très important d'avoir expliqué à l'employeur comment on fonctionne et que ce n'est pas parce que le salarié aura vu l'infirmier la majorité du temps qu'il n'aura pas été bien pris en charge. Voilà, donc c'est une éducation aussi au niveau des employeurs. Donc c'est aussi ce qu'on va mener, c'est pour ça qu'on va le tenter sur une petite zone, voir comment ça se passe, et puis ensuite éventuellement l'élargir sur d'autres secteurs, mais sur des risques vraiment bien précis. Élargir sur d'autres secteurs géographiques ou ouais. de compétences, c'est-à-dire travailler avec des ergonomes, des préventeurs? Ah, ça, on le fait déjà. Oui. Mais pas sur de la délégation, délégation avancée. Après, la délégation avancée, elle va aussi sur les études de poste et sur le terrain. C'est-à-dire que Nathalie va sur le terrain aussi. C'est essentiel quand on prend en charge les salariés. Et va faire des études de poste, peut aussi aller faire des FE, voilà, ce genre de choses. C'est une infirmière tout terrain. Ouais, Mais c'est que des infirmières tout terrain. Mais c'est très très important de pouvoir aller sur le terrain, sinon on ne peut pas réellement comprendre le poste et ce que la personne ce qu'elle nous raconte en fait. Bien sûr. Moi, j'ai été que infirmière dans ma vie, donc je ne connais pas les postes d'industrie, je n'ai jamais travaillé à la chaîne, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai besoin de me déplacer et de voir, parce que ce qu'ils me disent, pas forcément toujours la réalité du terrain. Alors ceci dit, depuis 2018, vous avez acquis quand même une certaine expérience. Là, vous vous sous-estimez quand même. Non, mais selon aussi les effectifs qu'on suit, ils sont sans cesse en mouvement. En fait, donc on suit différentes entreprises. Alors on peut être sur de l'administratif, de l'industrie. Enfin, après, c'est très très varié en fait. Donc c'est vrai que logistique qui est montée beaucoup. Vous avez des gros entrepôts logistiques dans votre région? Alors nous, pas dans nos effectifs. Peu, on a beaucoup d'intérimaires qui travaillent pour des grosses structures logistiques, mais on n'en a pas en tout cas nous, dans nos effectifs, on n'en a pas.
Docteur Esther Schwartz, vous êtes aussi maître de conférence. Oui. Maître de conférence, ça veut dire que vous avez des élèves. Qu'est-ce que vous leur dites sur la médecine du travail? Quel message vous essayez de faire passer? Alors, je dirais que ça dépend du type d'élève. Parce que sur mon activité universitaire, moi j'ai donc comme mission d'assurer la formation des étudiants en santé. Ça, c'est une des missions, que ce soit de l'externe en passant par l'interne en médecine du travail, mais aussi d'autres spécialités. Et j'interviens. Alors, eux, on leur explique vraiment ce que c'est que la médecine du travail, la réglementation, voilà, sur les. Et puis, on leur explique surtout pour les autres spécialités comment on fait pour travailler avec un médecin du travail. Qu'est-ce qu'un médecin du travail? Comment je fais quand j'ai une personne en arrêt, voilà, que je me dis ou que la personne me dit que ça va être compliqué pour sa reprise? Comment je fais pour contacter le médecin du travail? Pourquoi je lui dis que c'est important de contacter le médecin du travail? Excusez-moi. Vous devriez aller voir le médecin du Exactement. travail. Et puis essayer de balayer un petit peu toutes les idées préconçues que véhicule la santé au travail. Et on a mis en place des stages. C'est une médecine qui ne prescrit pas, donc c'est une médecine qui ne sert à rien. Voilà, c'est une médecine qui ne soigne pas, donc c'est une médecine qui ne sert à rien. C'est une médecine derrière un bureau, donc bon, c'est une médecine pas forcément passionnante. On a encore quand même beaucoup cette image-là du médecin du travail derrière son bureau avec le tampon et qui donne les avis d'aptitude. Donc l'idée, c'est de déconstruire ça. Vous leur dites aussi que donc il faut penser, quand on est médecin de ville, il faut penser médecin du travail. Et il faut ériger des ponts entre la médecine de ville et la médecine du travail, c'est indispensable. C'est indispensable. Et ça, on le fait pendant les études. Et on essaye aussi de le faire avec les professionnels en activité, notamment par les actions avec les CPTS au niveau territorial. Vous m'avez devancé, j'allais vous parler des CPTS. Voilà, bon. C'est important, les CPTS. Oui, c'est très important. On rappelle ce que c'est les CPTS pour ceux qui C'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc c'est un ensemble de professionnels de santé qui décident de travailler ensemble au sein d'une communauté professionnelle et qui mettent en place des projets et énormément de collaboration pour fluidifier le parcours de soins. Et donc on s'est greffé sur les CPTS. La nouvelle loi, la loi de 2021 nous a donné cette possibilité-là, puisque les services santé au travail peuvent faire partie maintenant des CPTS. Donc selon le fonctionnement des CPTS dans les territoires, parce que c'est quand même encore assez, on va dire, inéquitaire au niveau des différents territoires, le service s'associe aux CPTS des territoires et regarde selon les CPTS, parce qu'elles ne fonctionnent pas non plus toutes de la même façon, elles n'ont pas non plus toutes les mêmes projets, comment est-ce qu'on peut s'intégrer à leur projet. Là, par exemple, sur la Haute-Saône, on a le sport santé, on a tout un travail sur les maladies chroniques, notamment sur le diabète. On a une infirmière de coordination en cancérologie qui s'est mise en place. Et donc, on est intervenu avec elle pour travailler justement sur le retour en emploi post-cancer, ou en tout cas sur le fait de ne pas rester éloigné du milieu de l'emploi pendant sa prise en charge. Voilà, c'est des liens qui se font sur les recherches de médecins traitants aussi, parce qu'ils ont des possibilités pour... Alors vous me devancez, c'est pareil, vous avez mis... Pardon, je parle trop. Avez mis, non, pas du tout. Vous avez lancé un service d'aide pour trouver un médecin traitant aux salariés qui ne sont pas suivis. Alors, c'est important. C'est en collaboration avec la CPTS, c'est-à-dire qu'à Vesoul, ils ont quelqu'un qui est chargé, dont une des missions, est de réussir à trouver des médecins de soins pour des personnes qui n'auraient pas de médecins traitants, ou ça peut être aussi du dentiste, ça peut être vraiment des médecins des soignants de premier recours. Et donc, quand on voit, nous, des salariés qui n'ont pas de médecin traitant et pour lesquels on estime que ça serait quand même important qu'ils en aient, on leur donne les coordonnées de cette personne de façon à ce qu'ils puissent se rapprocher de la CPTS et donc trouver un professionnel de santé. Et vous savez quoi ? Vous avez beaucoup parlé, on va laisser le mot de la fin à Nathalie. Nathalie, la collaboration entre vous deux, votre rôle d'infirmière, le suivi individuel de l'état de santé, qu'est-ce que tout ça vous inspire? Donnez-nous notre message de fin, inspirez-nous Nathalie. Ça m'inspire que c'est très important pour les salariés d'avoir toujours recours à ce suivi, même si parfois ils sont pas toujours, ils comprennent pas vraiment toujours pourquoi ils ont cette visite. Et
pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on cherche. Mais Il y a cette défiance encore? Oh, un petit Vous la peu rencontrez? encore. Un Ouais. petit peu ou un petit peu beaucoup? Mais ça va toujours dépend en fait de l'entreprise et du métier qui est suivi. Il y a certaines personnes qui n'ont toujours pas compris à quoi on servait et ça peut des fois s'entendre sur certains métiers. Voilà, parce que C'est dans quel type de métier qu'il y a le plus de défiance alors? plutôt sur de l'administratif, je vais dire, parce que Oui. et encore que ça dépend. C'est assez variable en fait. Mhm. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je retiens de vous ce bel exemple de binôme, ce bel exemple de délégation de tâches, de collaboration de tâches, qui montre que dans un contexte de pénurie en santé, on arrive sur le terrain à trouver des bonnes solutions, des solutions empreintes de passion, d'intelligence, de bon sens. Et je trouve que ce que vous faites, c'est formidable. Voilà. Merci. Merci à toutes les deux pour ce bel exemple, comme je disais, sur le terrain. Martial, dans un contexte de pénurie de médecins, cette collaboration, ça a valeur d'exemple. Oui, bien sûr, ça se développe. D'ailleurs, pas qu'en santé au travail. La coopération entre les auxiliaires médicaux et les médecins se développe dans toute spécialité médicale. Donc, nous n'échappons pas à cette règle, Dieu merci, et ça donne l'occasion de réfléchir à la juste compétence par rapport aux besoins. Encore une fois, on est sorti d'un modèle très systématique, un peu indépendant de la situation de travail, et aujourd'hui, on est en mesure de proposer la bonne compétence d'un infirmier ou d'un médecin du travail en fonction des besoins. Et cette capacité de moduler est très intéressante et très importante. On le reverra aussi, ce qui a été dit, c'est très important. Ce suivi ne se fait pas déconnecté du travail. Et ça a été dit tout de suite, c'est parce que je connais le milieu de travail que je fais un suivi individuel adapté. Et en cela, la santé au travail est une vraie spécialité. Et c'est l'occasion de dire à quel point ce métier de médecin du travail ou d'infirmier au travail est intéressant, parce que ça permet de faire le lien. Un médecin généraliste qui voit quelqu'un qui a une difficulté au travail n'est pas toujours en situation de faire le lien avec l'exposition, pourquoi il a ces problèmes de santé. Le médecin du travail a cette double connaissance de l'état de santé et du poste de travail. Oui, qui est très important. C'est le moment, avant de passer au prochain segment, de s'arrêter un peu sur quelques chiffres que je vais vous demander de commenter. On voit un premier slide à l'écran sur la prévention des risques professionnels. Qu'est-ce qu'on doit dire, Martial? Voilà, c'est un peu l'illustration. Alors, ce chiffre, c'est ce qu'on appelle communément les actions en milieu de travail. C'est quand le service de prévention et de santé au travail a une action sur le milieu de travail. On a les 3 années, alors les chiffres 2002 sont en cours de constitution, on a 2019, 2020 et 2021, et c'est le nombre d'entreprises qui a bénéficié d'une action en milieu de travail, une ou plusieurs d'ailleurs. On voit alors, il y a eu cette année 2020 avec une augmentation forte qui était liée en fait au Covid. Il y a eu beaucoup d'actions des services de prévention et de santé au travail pour accompagner les entreprises à gérer ce nouveau risque qui était apparu dans l'entreprise. Il y a eu des problèmes de réorganisation, de prévention qui ont fait qu'il y a eu une action accrue sur le milieu de travail. Mais on voit que de 2019 à 2021, il y a une progression. Parce que de plus en plus, là aussi, on se projette, c'est le sens de la prévention, agir de plus en plus en amont des problèmes de santé. Donc ces actions en milieu de travail, elles se développent et elles permettent d'acquérir aux professionnels de santé au travail une connaissance fine de la réalité du travail. Et quand ensuite, et on pourrait peut-être regarder les chiffres suivants, quand en suivi individuel, ils rencontrent les salariés, ils peuvent faire le lien. Je voudrais insister sur un point du graphique qu'on est en train de voir. En 1946, la médecine du travail est née. Visite annuelle pour tous les salariés. Le principe de la visite périodique a fondé cette institution. Aujourd'hui, les visites périodiques, c'est 20% des visites qui sont réalisées. 20%. Il y a presque autant de visites à la demande, quand le salarié, l'employeur ou le médecin provoque une visite. On s'aperçoit que d'ailleurs la moitié des visites sont des visites d'embauche ou des visites de reprise. Donc on voit bien qu'en fait, ce suivi individuel n'est plus tant systématique, même si on garde dans une période de 5 ans l'assurance qu'on va voir rencontrer la personne. Alors beaucoup, quand on n'a pas de problème de santé, mais pourquoi j'y vais? Mais quand vous voyez ces chiffres, vous dites quand même qu'il y a une proportion de salariés, on le reverra ensuite sur les chiffres de la désinsertion professionnelle, il y a une proportion non négligeable de salariés qui, lors de ces visites, tirent un bénéfice très concret. Alors, ne serait-ce que de trouver un médecin généraliste, si c'est l'action qui est menée à Vesoul, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres conséquences. Donc,
L'idée de ces visites, ou 9% de visites de pré-reprise, qu'est-ce que c'est une visite de pré-reprise? Une visite de pré-reprise, c'est une visite qu'on organise en amont du retour au travail pour se projeter dans justement ce retour au travail, de pouvoir adapter le poste avant qu'il ait lieu. Et là aussi, toute cette évolution du contenu de ces visites, il y en a quelques 7 millions quand même en France sur l'année 2021, permet d'anticiper les situations, de continuer, et ça aussi c'est le rôle et la compétence propre des infirmiers, de diffuser des conseils de prévention, d'avoir aussi à cette occasion, en faisant le lien avec le métier, l'activité, donner des conseils de prévention adaptés, ce que fait bien sûr le médecin du travail aussi, mais on met des compétences adaptées encore une fois à des besoins spécifiques. Et la coopération qui se met en place et qui se développe, tel qu'on l'a vu très bien illustré, permet de continuer, ça a été très bien dit par le Dr Schwartz, de couvrir toute la population active, et ce qui est quand même essentiel dans cet objectif. Ben merci Martial pour cet éclairage. Merci à tous et à toutes d'être passés sur le plateau.